Aujourd'hui, on va faire un pas important. Donc, en fait, je vais parler vraiment de ce qui correspond au titre du cours, c'est-à-dire les quantas de géométrie. Et le paradigme, en fait, c'est, disons, ce qui se passe pour le cercle. Donc, en fait, on retrouve la géométrie du cercle de longueur entière à partir de la présentation qui est donnée là-haut. Qui est un analogue vraiment là, c'est très clair, si vous voulez, des relations de commutation de Heisenberg, parce qu'on peut regarder cette relation comme une représentation d'un groupe, si on veut, je veux dire, qui a un produit semi-direct, qui est exactement comme un analogue du groupe de Heisenberg. Et lorsqu'on suppose donc que l'inverse de D, enfin modulo le noyau, est infinitésimal, c'est-à-dire en fait que les valeurs propres de D tendent vers l'infini, de valeur absolue de D, c'est un exercice de démontrer que l'intégrale non commutative, c'est-à-dire le coefficient de la divergence logarithmique pour ds est un entier. Alors ça se fait simplement en regardant ce qui se passe au niveau irréductible et en vérifiant que quand ds est infinitésimal, ça veut dire qu'on a une somme en fait d'un nombre fini de représentations irréductibles. Alors, donc on a ça, et ça correspond à la multiplicité, cet entier. Ensuite, on a le fait, comme j'ai écrit ici, que si on regarde la formule qui donnait la distance, ça donne la distance standard sur le spectre de U. Le spectre de U est automatiquement le cercle unité, ça ne peut pas être un morceau du cercle unité quand on a cette équation-là. Et la distance mesurée comme ça, elle donne la distance standard. Alors ça, c'est très simple à démontrer. En fait, cette équation, on peut l'écrire du égale U. Quand on n'a que du est égal à U, on n'a que D d'un polynôme de U et U inverse est égal à U fois P' de U. Donc D commutateur P de U est égal à U fois P' de U. Et à partir de là, on a le calcul de la distance sous la forme standard sur le spectre. Puisque la norme d'une multiplication par une fonction de U, c'est le sup de la valeur de la fonction sur le cercle. Et donc, on obtient la formule pour la distance. Et il y a le troisièmement. Alors, troisièmement, je n'avais pas dit comment le démontrer, mais c'est très simple aussi. Si on prend une variété riemannienne compacte connexe de dimension 1, il n'y en a pas des tonnes. Donc, si vous voulez, elle est donnée par un cercle de longueur L. Et pourquoi est-ce qu'une solution existe si et seulement si la longueur du cercle appartient à 2π fois les entiers? C'est simple, c'est parce qu'on peut, dans ce cas-là, comme on a un cercle de longueur L, l'opérateur de Dirac, l'opérateur D, c'est simplement I D sur dx. Si x désigne l'élément de longueur, ce qui fait la distance à un point donné, par exemple, à ce moment-là, l'opérateur c'est I fois D sur dx. Et si on cherche une solution de l'équation U star D commutateur U est égal à 1, ça revient à D commutateur U est égal à U, bien sûr. D commutateur U, ça va faire, si j'appelle petit u cette fonction, qui est une fonction de module 1, ça revient à dire que I fois la dérivée U' de x est égale à U de x. Et ça, évidemment, il y a une solution très simple, c'est exponentielle moins ix. Mais comme il faut que la fonction soit périodique de période L, et pour que la fonction exponentielle moins ix soit périodique de période L, il faut que exponentielle moins il soit égale à 1, et donc il faut que L soit un multiple de 2π, un multiple entier de 2π. Donc c'est comme ça qu'on vérifie. Donc c'est très très simple, je préfère vous le laisser sous forme d'exercice, c'est très très simple. Donc c'est ça le paradigme. Alors évidemment, bon, le cercle, il n'y a pas de courbure, il n'y a rien, donc c'est pas signifiant. Et ce qu'on a fait donc avec Slava Mukhanov et Ali Shamseddine récemment, donc c'est un papier qui est paru dans le Journal of High Energy Physics, ce qu'on a fait, c'est, si vous voulez, on a trouvé un analogue de l'équation de Heisenberg, de la relation de commutation de Heisenberg. Alors c'est un analogue, de même qu'ici on a un analogue de cette relation de commutation de Heisenberg. Mais bon, depuis longtemps, on savait bien sûr que ce qui va jouer le rôle du moment dans l'équation de Heisenberg, c'est l'opérateur de Dirac. Hein. Bien sûr, ça on le savait depuis longtemps. Ce qui n'était pas du tout évident, c'était comment est-ce qu'on allait trouver,
comment est-ce qu'on allait trouver un analogue de ce qui joue le rôle des positions dans l'équation de Heisenberg, dans la relation de commutation de Heisenberg. Voilà. Alors, donc pour trouver ça, la première, si vous voulez, bon, ce qui s'est produit, en fait, on a réussi à trouver ça, mais ça va être assez élaboré lorsqu'on passera non pas à la K-théorie et la chaos-théorie. Mais ce qui est important, c'est de comprendre la signification de la relation qu'il va y avoir. Et en fait, la signification de cette relation, ça va être de quantifier pas seulement la classe fondamentale en chaos-homologie, qui était donnée par l'opérateur de Dirac, mais aussi de quantifier ce qui va se passer en K-théorie. C'est-à-dire qu'en fait, on va obtenir à la fin un théorème d'intégralité, et ce théorème d'intégralité résultera de l'accouplement entre la K-homologie et la K-théorie, mais en fait, ce sera important d'avoir la KO-homologie, comme je l'avais expliqué à cause des résultats de Sullivan sur les variétés. Et au départ, la première équation qu'on obtiendra, ce sera une équation qui fera intervenir seulement la K-théorie. On verra comment il faut la raffiner pour faire intervenir la KO-théorie. OK, donc c'est ça le programme. Mais ce qui est important, c'est de savoir quelle est la signification et pourquoi on l'appelle quanta de géométrie. Parce qu'en fait, on va obtenir une équation qui, de même que dans le cas du cercle, ça oblige la longueur d'être un entier, obligera le volume à être un entier en général. Mais cette équation, elle est vraiment... on relève ce qui se passe en homologie, c'est-à-dire l'accouplement de la dualité de Poincaré en homologie, on la relève en K-théorie. Voilà. Et donc, alors que justement le fait que la géométrie est spécifiée par l'opérateur Dirac, ça a donné la quantification de la classe fondamentale, de même, on va avoir l'analogue en K-théorie. Et ça, c'est très important d'y penser dès le départ. Alors en fait, comme on va voir justement, la réponse pour trouver l'analogue de Q, ça va consister à combiner les variables de position de la même manière que l'opérateur de Dirac combine les composantes du moment. Alors ça s'appelle le Feynman slash. Feynman slash, le slash, ça vient du fait qu'il y avait une notation qui consistait à barrer la dérivée partielle. Et donc les physiciens utilisent très souvent la notation qui consiste à dire que quand on fait la combinaison avec les matrices gamma, quand on écrit par exemple gamma mu d mu, eh bien ça, il le note sous la forme d avec barré. C'est l'origine du slash. Et bon, pour le moment, bien sûr, ça définissait l'opérateur de Dirac, mais on va voir qu'on peut faire pareil avec les coordonnées. Donc, et c'est ça qui va marcher. Alors, pour comprendre ce qui se passe, revenons à notre exemple où on avait montré qu'on obtenait les matrices 2,2 de fonctions sur la sphère en considérant une ponctuation, c'était un élément qui vérifie y égale y étoile et qui vérifie y carré est égal à 1, et qu'on rajoutait simplement aux matrices 2,2. C'était assez frappant, ce résultat. Et essayons de le comprendre autrement, ce résultat maintenant, de telle sorte qu'on puisse le généraliser. Là, tel que je l'avais énoncé, ce n'était pas complètement évident comment le généraliser. Donc ce que le résultat disait, c'est que si on fait le produit libre, si vous voulez, des matrices 2,2 par un élément qui vérifie, qui est discret lui aussi, donc on a deux choses qui sont discrètes et ça génère le continu. Donc on avait les matrices 2,2 et on avait cet élément qui vérifiait y carré égale 1 et qui était auto-adjoint, et qui avait comme propriété supplémentaire, on lui rajoutait le fait que la trace valait 0. Donc y1 plus y2 est égal à 0. Bon, alors en fait, ça a impliqué qu'en fait, on peut l'écrire sous la forme t moins t, puisque la trace est nulle. T est auto-adjoint parce que y est auto-adjoint. Et puis, on a un élément z et son adjoint, z étoile, puisqu'on suppose que y est égal à y étoile. Ensuite, on écrivait les relations y2 égale 1 et on obtenait des conditions. Et c'est ça qui nous permettait de démontrer en fait, que l'algèbre qu'on obtenait était l'algèbre des fonctions, une fois complétée de manière convenable, était l'algèbre des fonctions continues sur la sphère S2 à valeur dans les matrices de 2. Alors, pour comprendre comment généraliser ce qui se passait ici, il faut comprendre qu'en fait, quand on regarde cet élément-là, c'est-à-dire qu'on a écrit les relations tout à fait élémentaires sur le Y, eh bien, on peut le réécrire sous la forme d'une combinaison de matrices gamma
justement, qui sont précisément les matrices gamma qui, sont qui vont intervenir quand on écrit le slash de Feynman. Donc, on peut l'écrire comme une combinaison de matrices gamma sous la forme, alors on ne met pas d'indice, il y a la sommation automatique, hein, donc on écrit YA gamma A, ça veut dire somme sur A de YA fois gamma A. Et les matrices gamma, dans ce cas-là, elles correspondent au fait qu'on a T, vous voyez, T mais multiplié par la matrice 1 moins 1. Donc T, ça va être Y0. Et puis après, on a Z et Z star. Mais dans Z, il y a une partie réelle et une partie imaginaire. Alors la partie réelle de Z, elle va multiplier gamma 1, qui est la matrice auto-adjointe de carré 1, qui est donnée comme ça. Et la partie imaginaire, elle va multiplier gamma 2, qui est la matrice encore auto-adjointe, qui est cette forme-là, 0i moins i 0. D'accord? Donc vous voyez, ce qui se produit, c'est qu'en fait, dans ce cas-là, dans le cas de la sphère S2, on peut réécrire la forme de ce qui nous avait permis de marcher sous une forme très simple, qu'en fait, on a écrit Y égale YA gamma avec les matrices gamma. Alors vous vérifierez tout de suite que ces trois matrices, bon, on les appelle aussi matrices de Pauli, etc., mais peu importe, elles vérifient des règles d'anticommutation, c'est-à-dire que si je regarde l'anticommutateur de gamma A et gamma B, si A est différent de B, ça vaut 0, c'est-à-dire que si A est différent de B, ces matrices-là anticommutent, et par contre, si A est égal à B, bien, ça vaut 2 fois l'identité. D'autre part, ce sont des matrices auto-adjointes par construction. Alors, ça veut dire qu'on peut repenser à ce qui se passait dans le cas de la sphère, des matrices de 2 sur la sphère, en ces termes-là. Et par exemple, lorsqu'on devait démontrer, si vous vous souvenez, on devait démontrer que tous les T et la partie réelle et la partie imaginaire de Z commutent. Tout ça, ça doit commuter. Comment est-ce qu'on le voit à partir de cette formule, Y égale YA gamma A? Bien, quand vous élevez somme de YA gamma A au carré, vous allez avoir des termes croisés normalement. Ces termes croisés, ça va vous donner YA fois YB moins YB fois YA fois le produit de deux matrices gamma. Mais ça doit être nul puisque le carré de Y doit être égal à 1. Et ça vous montre immédiatement que toutes les composantes doivent commuter les unes avec les autres. Donc ça simplifie le calcul en plus. D'accord ? Donc vous voyez, ça permet de recomprendre ce qu'on avait fait pour les matrices de 2, mais ça permet immédiatement de savoir comment le généraliser à une dimension plus grande. Et on verra une chose que j'anticipe là, mais la raison pour laquelle on obtient les matrices de 2, c'est que si vous regardez l'algèbre sur R, qui est engendrée par ces trois matrices gamma, vous obtenez M2 de C. Alors pourquoi est-ce que c'est vrai ça? C'est vrai parce que, par exemple, comment est-ce que vous allez obtenir I? Vous voyez, si vous faites le produit gamma 0, gamma 1, ça ne vaut pas gamma 2, mais ça vaut I plus ou moins I fois gamma 2. Donc en fait, à partir des trois matrices gamma, vous retrouvez I. Si vous retrouvez I, en fait, vous regardez l'algèbre sur les complexes, puisque vous avez le nombre I dedans. Et c'est évident que l'algèbre sur les complexes engendrée par ces trois matrices, ça donne M2 de C. Donc dans ce cas-là, vous avez M2 de C. D'accord? OK. Donc voilà comment on va procéder. Donc en général, on considère une représentation irréductible de n plus 1 matrice gamma pour A variant entre 0 et n. Dans le cas précédent, c'était A variant entre 0 et 2. N, c'est la dimension qui nous intéresse. Et elle vérifie les relations de tout à l'heure. C'est-à-dire que ce sont des matrices auto-adjointes et elle vérifie que leur relation d'anticommutation est donnée par 2 fois delta AB. Alors on considère la sous-algèbre engendrée par les gamma, bien sûr. Et maintenant, on remplace ce qu'on faisait avant par Y égale YA gamma A, Y carré égale 1, Y étoile égale Y. Alors vous voyez que de même que ce qu'on a dit tout à l'heure, les YA vont commuter entre eux et ils vont être auto-adjoints. D'accord ? Les YA ici, ils commutent, ils sont dans A temps C+, donc les YA commutent avec les gamma. Et le fait que le carré vaille 1, ça implique que les Y commutent entre eux pour la même raison et ils sont auto-adjoints, ils sont réels. D'accord ? Donc voilà comment on procède maintenant. Voilà comment on procède. Et alors maintenant, il y a une chose dont je n'avais pas parlé avant, mais on a bien vu dans le cas du cercle. Vous voyez, dans le cas du cercle, on avait une relation, la relation fondamentale, elle impliquait pas seulement U, elle impliquait le commutateur de l'opérateur Dirac avec U. Alors ici maintenant, la relation qu'on veut et qui doit généraliser la relation de Heisenberg, c'est une relation qui doit impliquer D et le Y. Alors que va être cette relation? Alors, donc l'équation géométrique de Heisenberg, on verra comment la raffiner après, c'est la suivante en dimension n.
Donc l'analogue géométrique de la relation de commutation, c'est, bon, il y a un facteur de normalisation, mais ça on s'en fiche, c'est le fait que si je prends y, alors c'est un peu comme u inverse du, bon, c'est y fois le commutateur entre d et y à la puissance n. Alors dans le cas du cercle, il y avait un seul d, ici on est en dimension paire, et il y a autant de d que la dimension. Donc le degré en d, si vous voulez, c'est la dimension n. Donc ça c'est un monôme, enfin en d, si vous voulez, enfin, qui est de degré n. Alors, quelle est la notation ici pour ces crochets là des deux côtés? C'est la trace normalisée. La trace normalisée, c'est-à-dire que si on suppose que D et gamma commutent avec les matrices, et donc ça nous donne en fait une matrice, puisque Y c'est une matrice, du fait que c'est un coefficient dans les gamma A et qu'on avait pris une représentation des gamma dans MS de C, d'accord? Donc tout ça c'est des matrices et on prend la trace de la matrice correspondante, c'est-à-dire on prend la somme des éléments diagonaux, ou si vous voulez on peut aussi moyenner sur les unitaires de MS. Voilà, donc c'est ça l'équation, et gamma bien sûr c'est la z sur 2 graduation, c'est-à-dire que dans le cas pair il y avait la chiralité, et qui n'était pas là dans le cas impair. Donc dans le cas impair, il faudrait écrire une équation analogue, on aurait 1, on n'aurait pas gamma, d'accord? Mais on est intéressé au cas pair, bien sûr, puisqu'on est intéressé à la dimension 4. Donc voilà l'équation fondamentale. Et alors la première chose qu'on va faire maintenant, et ça prendra un certain temps, et c'est très important, c'est on va montrer en quel sens cette équation, jointe bien sûr à la manière dont les y sont définis, va impliquer la quantification, c'est-à-dire va impliquer une intégralité. Donc on va montrer comment cette équation implique la quantification du volume. Je vous rappelle que dans le cas du cercle, l'équation U inverse du, elle impliquait la quantification du volume, mais bon, je veux dire, on le faisait à la main. Dans ce cas-là, c'était tellement simple de calculer les représentations irréductibles qu'on n'avait pas eu de difficulté. Mais là, c'est beaucoup plus difficile. Donc la question, ce qu'on veut montrer, c'est que, en supposant que les valeurs propres de D croissent comme en dimension n, ça implique que si on regarde la formule asymptotique de Weyl, je vous rappelle qu'on avait vu comment la formule asymptotique de Weyl gouverne le développement des valeurs propres, eh bien, ce qu'on veut démontrer, c'est que dans le développement asymptotique de Weyl, le coefficient qui est devant est un entier. C'est ça qu'on veut démontrer. D'accord ? Et on veut démontrer ça à partir de l'équation. Voilà. Alors, en fait, on a un entier qui est quelque part. On sait qu'on peut récupérer un entier quelque part. Qu'est-ce que c'est cet entier ? Eh bien, lorsqu'on a défini notre élément y, qui est ici, qui vérifie y carré égale 1, et qui est dans les matrices sur l'algèbre, il définit un élément de catégorie. Pourquoi ? Parce que si vous avez un élément qui vérifie y2 égale 1, vous l'écrivez y égale 2e moins 1, où e est un projecteur, et vous avez un projecteur dans les matrices sur l'algèbre. Donc vous avez un élément de catégorie. Donc on a un élément de catégorie, et on a un élément de cohomologie, qui est donné par l'opérateur D et la z sur 2 graduation gamma. Donc en fait, on a un indice de Fredholm, qui est l'accouplement entre l'opérateur D et l'élément de catégorie. Okay. Donc on a un entier quelque part. Et c'est cet entier dont on veut démontrer qu'il est précisément, c'est lui qui va donner le volume. Alors comment on va faire ? D'abord, il faut faire un peu plus attention que ce que j'ai dit pour définir l'élément de catégorie. Ce n'est pas vraiment E. Alors E, ça définit bien sûr une classe de catégorie qui appartient à K0 de A, puisque c'est un idempotent dans les matrices S fois S sur A. Mais il faut faire attention parce que si je prenais cet élément de catégorie, qui est donné par E, il aurait une dimension non nulle, c'est-à-dire que son caractère de Chern aurait une composante CH0 qui serait la constante donnée par la dimension des fibres. Et donc on ne veut pas ça parce qu'on voudrait avoir l'annulation de toutes les composantes du caractère de Chern, sauf la composante de degré maximum. Et alors pour faire ça, il faut enlever à E la moitié de la dimension fois le projecteur trivial qui est l'unité de l'algèbre. Alors c'est important bien sûr de savoir que S c'est une puissance de 2, c'est des algèbres de Clifford, c'est des représentations irréductibles d'algèbres de Clifford, et la dimension S des matrices dont on parlait tout à l'heure, c'est toujours une puissance de 2, donc on peut diviser par 2. Et là on obtient un élément qui est dans K0 de A, et c'est cet élément-là qui va nous intéresser. D'accord ? Donc ce qui va nous intéresser, c'est cet entier-là.
et voir comment on peut calculer de manière différente cet entier et l'obtenir comme le coefficient dans le développement asymptotique de Weyl. Alors ce que je vais faire là, ça servira plus tard, donc c'est pour ça que je le fais dans une certaine généralité. Bien sûr, si je le faisais avec l'opérateur de Dirac sur une variété, etc., on verrait que ce serait beaucoup plus simple. Alors, comme on verra, ça sera une conséquence de la formule d'indice local avec Henri Moscovici, mais en fait, on n'aura pas besoin de l'hypothèse technique parce qu'on va démontrer que toutes les composantes du caractère de Chern de degré plus petit, c'est-à-dire les composantes du caractère de Chern de cette classe de K-théorie, pour m plus petit que n, sont nulles. Et en fait, au lieu d'utiliser la formule de l'indice local qui est très technique, c'est-à-dire on doit avoir des hypothèses techniques de prolongement analytique, on aura seulement besoin de la classe de Hochschild du cosine cyclique qui donne l'indice, et ça je reviendrai pour expliquer comment elle est plus simple. OK, donc alors j'ai besoin pour ça de faire un minimum de rappel sur la cohomologie cyclique et sur le caractère de Chern en K-théorie. Donc je vous rappelle qu'on avait vu il y a un bon moment, j'espère que je vais y arriver. J'aurais dû peut-être... On avait vu quelque part... On avait vu ça, voilà. D'accord. Donc on avait vu, si vous voulez, qu'il y a en géométrie non commutative, il y a deux caractères de Chern. Il y a un caractère de Chern qui va de la K-théorie vers l'homologie cyclique, et qui est relativement simple à définir, c'est celui-là que je vais rappeler. Et il y a un caractère de Chern qui est beaucoup plus compliqué, mais qui était l'origine de la cohomologie cyclique, qui lui va de la K-homologie vers la cohomologie cyclique. Et ce qui va être intéressant, ce qui va être important pour nous, c'est que quand on regarde le caractère de Chern de la classe de K-théorie que je viens d'évoquer, celle qui était donnée par E-1,5 entre crochets, eh bien, toutes ces composantes de son caractère de Chern vont être nulles, sauf la composante de degré le plus élevé. En gros, cet élément, il faut comprendre intuitivement ce que c'est ce qu'on appelle l'élément de Bott dans une variété. C'est-à-dire, ce que vous pouvez faire quand vous avez une variété qui est orientable, vous pouvez prendre un petit disque, et sur ce disque, vous pouvez mettre l'élément de Bott. Qu'est-ce que c'est l'élément de Bott? C'est l'unique élément de K-théorie à support compact pour un ouvert de R2n. Donc vous prenez cet élément et vous pouvez le mettre dans un ouvert. Et bien en fait, comme la variété est orientée, on va obtenir une classe non triviale de K-théorie. Et cette classe non triviale de K-théorie, quel est son rôle? Son rôle fondamental, c'est qu'elle permet de détecter, si on la couple avec un élément de K-homologie, elle permet de détecter le terme constant dans le caractère de Chern de l'élément de K-homologie. Et pour qu'un élément soit un générateur en dualité de Poincaré, il suffit, quand on travaille rationnellement, que son terme constant soit non nul. Donc on est exactement là où il faut. Et la classe de K-théorie que je regarde ici, elle joue le rôle de l'élément de Bott. Mais bien sûr, on n'a pas besoin de savoir qu'on a une variété ou qu'on a un élément de Bott, etc. C'est complètement algébrique. Voilà. Donc en fait, maintenant, on revient à ça et on veut démontrer, on veut d'abord définir proprement le caractère de Chern et on veut démontrer que ce caractère de Chern a toutes ses composantes nulles, sauf celle de degré le plus élevé. Alors, comment est-ce qu'on fait ça? Donc, on commence par rappeler la construction du caractère de Chern. Alors, l'homologie cyclique est définie comme homologie d'un bicomplexe. Hein, quand on prend une algèbre, ce bicomplexe, il est défini complètement algébriquement, ce qui est très très utile, et n'utilise absolument pas la commutativité de l'algèbre. Donc on part d'une algèbre A, et on considère les puissances tensorielles de l'algèbre. En fait, ça définit un module cyclique au sens de la catégorie cyclique, mais on regarde les puissances tensorielles de l'algèbre, et on travaille dans le complexe réduit, c'est-à-dire que ce que j'ai appelé A souligné ici, c'est on enlève les constantes, c'est-à-dire on fait le quotient de l'algèbre par les multiples de l'identité. L'algèbre est supposée avoir une unité et on fait le quotient par ça. C'est important parce que ça correspond, si vous voulez, à l'idée que la dérivée de 1 vaut 0. Donc ça normalise ce qui se passe ici. Alors maintenant, on a deux opérateurs. On a l'opérateur de bord de Hochschild qui est donné par la formule suivante. Donc quand on prend une chaîne A0 tends jusqu'à AN, voilà le bord de Hochschild. Hein. Alors, il faut s'habituer à cette formule. C'est une formule qu'on a vue 36 000 fois, et où les signes alternent. Donc,
On fera des calculs explicites, on verra. Bon, et ensuite, alors ça c'est l'opérateur petit b de Hochschild, et cet opérateur petit b vérifie que son carré est nul. Bon. Ensuite, on a un deuxième opérateur, c'est-à-dire l'opérateur petit b, si vous le regardiez seul, il vous permettrait de définir les formes différentielles. Si vous regardez, le complexe que vous obtenez en prenant les puissances tensorielles et que vous faites la cohomologie avec l'opérateur petit b seul, vous obtenez les formes différentielles. Bon. Et maintenant, il y a un opérateur supplémentaire, qui est l'opérateur grand B, très très important, et qui lui donne la différentielle de de Rham sur la différentielle. Donc en fait, on retrouve, bien sûr, dans le cas commutatif, le complexe de de Rham, mais c'est bien plus général, puisque là, on ne suppose plus du tout que l'algèbre soit commutative. Donc l'opérateur grand B, il est aussi très simple à définir. Il est défini essentiellement en mettant un 1 devant. On ne met pas des 1 ailleurs, parce qu'on a supposé que 1 égale 0 chaque fois qu'on le mettrait à un autre endroit que la première place. Voilà, donc l'opérateur grand B, ce qu'il fait, c'est qu'il permute cycliquement les variables qui sont là, et il fait la somme. Donc, si n est pair, par exemple, la permutation cyclique de n plus 1 éléments est paire, et donc on n'a pas de signe, mais si n est impair, il y a un signe qui s'introduit, et on a une somme alternée. Alors, il se fait, c'est un calcul, que le carré de grand B vaut 0, et que ces deux opérateurs forment un bicomplexe, qui s'appelle le bicomplexe petit b grand B. Bon. Alors, c'est purement algébrique. Comme je le dis, ça redonne les formes différentielles et le complexe de de Rham dans le cas des variétés, et c'est un objet essentiel de la cohomologie cyclique. Mais ce qui est important, c'est qu'il y a une formule donc, qui donne un cycle dans ce bicomplexe à partir d'un projecteur. Alors, pour simplifier, on commence par prendre un projecteur dans l'algèbre, et puis ensuite on passe aux matrices. Donc, commençons par un projecteur dans l'algèbre. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va construire un cycle. Alors, qu'est-ce que c'est un cycle dans ce bicomplexe? Alors, ça va être un cycle pair, et ce qu'on aura, si vous voulez, c'est on aura dans ce cycle, on aura une composante CH0, une composante CH2, une composante CH4, et ainsi de suite. Ça ne s'arrête pas. Et la règle qu'on aura, c'est que le petit b il descend le degré, donc on n'aura que b de CH 2K plus 2 plus grand B de CH de K est égal à 0. C'est ça qui nous dira qu'en fait, on a affaire à un cycle. D'accord? Donc c'est ça qu'on veut faire, et on va associer ça à un projecteur. Bon. Et après, bien sûr, il y a tout un tapis qu'on doit dérouler, c'est-à-dire on doit démontrer que la classe correspondante ne dépend à homologie près que de la classe du projecteur en K-théorie, etc., etc. Donc il y a tout un tapis qui doit se dérouler. Mais la construction est quand même relativement simple, donc je veux la rappeler, c'est important, c'est très important pour ce qu'on veut faire. Donc quelle est la construction du caractère de Chern qui va, si vous voulez, de la K-théorie vers l'homologie cyclique? Donc c'est CH star, si vous voulez, CH star qui va ici de K0 vers l'homologie cyclique HC star, HC star pair, HC pair. Okay. Bon, alors c'est fait de la manière suivante. On veut une formule qui donne les composantes du caractère de Chern. Alors, ce qui se produit, c'est la chose suivante, c'est qu'on suppose donc qu'on a E carré égale E. Alors, le cycle qu'on va obtenir, sa composante de degré 0, c'est E lui-même, et E, c'est considéré comme un élément de C0 de A. C0 de A, comme il n'y a pas de terme de degré plus élevé, c'est A, c'est l'algèbre A. Donc, on a E qui appartient à A, et ça, c'est égal à CH0 de E. De la classe de E. D'accord ? Donc c'est ça CH0. Bon. Ensuite, pour les classes de degré supérieur, il faut faire un petit peu plus attention. Et ce qu'il faut mettre devant, ce n'est pas E, mais c'est E moins 1,5. Et après, on met E. Alors, si on veut un moyen mnémotechnique de comprendre ce que c'est que cette formule, ce qu'il faut simplement savoir, c'est que ça correspond exactement à la courbure, c'est-à-dire que quand on fait des produits tensoriels comme ça, où on est en degré plus élevé, on a pris les différentiels de E, et ça correspond exactement aux formules qui donnent la courbure élevée à une certaine puissance. Donc cette formule pour CH de K de E, c'est une formule de courbure en fait. Et alors on l'en prend sous la forme suivante. Là, je ne dis pas ce que c'est que lambda K, on verra que c'est une constante qu'il faudra déterminer par la suite, mais qui n'a aucune importance.
et elle est multipliée par la chaîne qui est donnée par E-1,5 fois tensorisée par E. Alors le nombre de E à droite ici est pair. Pourquoi? Parce que, si vous voulez, dans ces deux cas, en fait, il y avait 2 cas plus un terme. Donc le premier terme, c'est E-1,5, et après il y a ça. Alors, qu'est-ce qui se passe lorsqu'on calcule petit b de cette quantité? Faisons le calcul, dans le cas le plus simple, faisons par exemple le calcul de b, petit b. Dans le cas le plus simple, faisons petit b de E-1,5 fois tans E. D'accord. Ça, c'est le bord de Hochschild. Hein. C'est le bord de Hochschild. On va avoir 3 termes. Hein. Donc ça, le premier terme que je vais avoir, ça va correspondre à la contraction de ça avec ça. Donc ça va faire E-1,5 fois E tans E. Mais E-1,5 fois E, j'ai E carré qui est égal à E, ça vaut 1,5 de E. D'accord. Bon, le deuxième terme que je vais avoir, ça va être moins E-1,5 multiplié par la contraction de E avec E, donc tensorisé par E. Bon. Et le troisième terme, ça va être avec un signe plus, puisque les signes alternent. Et maintenant, je vais faire repasser le E devant, donc ça va faire plus E fois E-1,5, tensorisé par E. Bon. Alors de même, là, E fois E-1,5, comme E carré vaut E, ça fait 1,5 de E. Bon. Donc on voit bien que les termes 1,5 de E tans E plus 1,5 de E tans E, ils vont annuler le terme moins E tans E, et donc le résultat, ça va me donner égal 1,5 tans E. Enfin, 1,5 fois 1 tans E, si vous voulez, si vous préférez. D'accord? Voilà. Alors ça se généralise immédiatement. Pourquoi? Parce que vous voyez que l'annulation que j'ai utilisée, qui était l'annulation entre la somme de ces deux termes et puis celui-là, ce qui va se produire en général, c'est que j'ai un nombre pair de termes ici. Donc, quand je vais regarder les contractions successives, je vais tantôt avoir moins et moins 1,5 tans E, tantôt avoir plus et moins 1,5 tans E. Puis ça va alterner comme ça. Donc finalement, il me restera un seul moins et moins 1,5 tans E. Et les termes extrêmes, ce seront les mêmes. C'est-à-dire les termes extrêmes, ce sera pour le premier pour celui-là et le dernier pour celui-là, avec un signe plus pour le dernier, comme il faut. Donc vous voyez que cette formule, elle va rester vraie en général, et simplement, il y aura plus de tens, il y aura plus de produits tensoriels dedans. Donc vous obtenez que le bord de Hochschild de cette formule, de E-1,5 tans E tans E tans E, c'est égal à 1,5 de 1 tans E tans E tans E. D'accord? Bon, ça, il n'y a pas de difficulté. Alors, que vaut le grand B? Ben, vous voyez, pour le grand B, le terme qui a 1,5, il joue aucun rôle, parce que le complexe est normalisé. Et quand on prend 1 tans quelque chose qui a un 1, ça donne 0, parce que le complexe est normalisé. Donc le terme moins 1,5 ne joue aucun rôle. Pourquoi? Parce que dans la formule pour grand B, on faisait 1 tans. Hein, dans la formule pour grand B, je vous rappelle, il y avait 1 tensorisé. Donc dès que l'un des termes agi vaut 1, ou 1,5, ou peu importe, ça donne 0. Donc ce terme-là n'intervient pas. Donc en fait, c'est la même chose que grand B de E tans E tans E tans E tans E. D'accord? Et là, on va avoir un nombre de E qui va être impair et qui va donner 2K plus 1, parce que dans la formule qui est ici, le n qui intervient ici est pair, donc il n'y a pas de signes qui s'introduisent. Il n'y a pas de signes qui s'introduisent. Voilà. Donc, on voit bien que ces deux résultats sont proportionnels. Ces deux résultats sont proportionnels. Donc, si on choisit les lambda k de telle sorte que 2k plus 1 lambda k plus 1,5 de lambda k plus 1 soit égal à 0, pour tout cas, ça nous dit bien qu'on a affaire à un cycle. D'accord? Ça va tout seul. Donc, on voit qu'on a construit un cycle dans le bicomplexe. Et ce cycle, bon, après, il faut démontrer, bien sûr, que si on remplace le projecteur par un projecteur équivalent, on ne change pas la classe, enfin, etc. Il faut faire tout un tapis. Mais ce qui compte pour nous, c'est la formule qui définit ce cycle. Alors, maintenant, ce qu'il faut faire, c'est passer aux matrices. Parce que là, j'avais simplement supposé que E était un élément de l'algèbre. Mais bien sûr, la K-théorie, elle n'est pas obtenue en prenant seulement les projecteurs dans l'algèbre. Il n'y en aurait aucun si on prenait une variété connexe. Donc, il faut passer aux matrices. Et lorsqu'on passe aux matrices, il faut utiliser l'équivalence de Morita. C'est-à-dire qu'en fait, ce qu'on fait, c'est on montre qu'il y a une équivalence il y a une formule qui permet de passer du bicomplexe petit b grand B
pour les matrices sur A au bicomplexe petit b grand B pour A et qui est complètement naturel. Alors, quelle est cette formule? Eh bien, en fait, je vous rappelle que quand on définissait donc le bicomplexe, on regardait des puissances tensorielles. Alors, quand on regarde ces puissances tensorielles, on doit donc remplacer une puissance tensorielle des matrices par une puissance tensorielle de l'algèbre. Comment est-ce qu'on fait ça? On fait ça en prenant une trace partielle. Alors, les physiciens ils connaissent bien ça, ils appellent ça les Chan-Paton factors. Donc, je veux dire, c'est quelque chose qu'ils utilisent en fait très souvent. Et bon, mathématiquement, c'est une trace partielle. Qu'est-ce que ça revient à faire? Ça revient que sur des tenseurs simples, c'est-à-dire si on prend les éléments sous la forme A0 tans mu0, A1 tans mu1, AM tans mu-m, où on est dans le produit tensoriel de A par les matrices, hein, bien sûr. À ce moment-là, qu'est-ce qu'on fait? On prend la trace du produit des mu et on la multiplie par le produit tensoriel des A. Alors ça définit une application qui est évidemment multilinéaire, donc elle définit une application linéaire des produits tensoriels. Et ce qui est important, c'est pas tellement, bon, c'est bien sûr la définition de cette application, mais ce qui est important, c'est qu'elle commute avec l'insertion d'un 1. Avant que je dise qu'elle commute avec l'insertion d'un 1, c'est clair qu'elle commute avec les contractions de deux éléments consécutifs. Hein, ça va tout seul, puisque si vous faites le produit de deux termes consécutifs, ça va remplacer dans les produits des mu par le produit de deux termes consécutifs, ça ne change pas la trace du produit. Voilà. Donc c'est compatible avec les contractions, celles qu'on utilisait pour définir le bord de Hochschild, mais maintenant il faut encore qu'on démontre que c'est compatible avec la réduction et avec le bord grand B. Donc tout ça, ça vient du fait que l'insertion de 1 à la kème place va commuter avec la trace partielle. Donc ce que j'entends par là, c'est que si on regarde l'opération qui consiste à insérer un 1 à un endroit, 0, 1, 2 ou k, d'accord. Donc typiquement, si je prends pour 0, ça fait 1 tans à 0, etc. Eh bien, cette opération va commuter avec la trace partielle. Alors au début, ça paraît un peu bizarre parce qu'on dit que trace de 1, ce n'est pas 1. Mais en fait, on n'a pas à calculer trace de 1 parce qu'on a à calculer un produit, la trace de mu0, mu-m, et qu'on multiplie par 1. Et ça ne change pas. Ça ne change pas la trace quand on prend un des termes égal à 1. Et sinon, ça correspond à l'intérieur à rajouter un 1 à l'intérieur. Donc ça ne change pas. Alors, connaissant ça, en fait, en langage sophistiqué, ça veut dire qu'on a un morphisme d'objets cycliques entre l'objet cyclique qui correspond aux matrices sur l'algèbre et l'objet cyclique qui correspond à l'algèbre elle-même. Donc ça fait un morphisme en fait de bicomplexe. Et la manière dont on définit le caractère de Chern maintenant, en général, c'est que quand on prend un projecteur qui appartient aux matrices, ce qu'on fait, c'est qu'on lui applique cette opération TR à son caractère de Chern vu dans les matrices. On sait que le caractère de Chern vu dans les matrices, c'était un cycle. Donc, comme l'opération que je viens d'expliquer commute avec toutes les opérations, on gardera un cycle, mais maintenant, c'est valable pour les matrices. Donc, en général, la formule qui vous donne le caractère de Chern, c'est le même lambda k que multiplie la trace partielle de ce produit. Alors, ce qui est très important dans notre cas, c'est qu'on voudrait que cette formule reste valable même pour k égale 0. Et alors, pourquoi elle reste valable pour k égale 0 ? Parce qu'on a remplacé la classe de k-théorie par e moins 1,5. C'est pour ça que j'avais enlevé la classe de l'élément trivial multiplié par s sur 2. Et ça a l'effet que même en dimension 0, vous voyez, si vous prenez l'unité de l'algèbre, elle va avoir comme classe de Chern quelque chose qui a toutes les composantes de degré plus élevé nulles, puisque le complexe est normalisé. Et on a E vaut 1, donc ça disparaît, tout disparaît, sauf en degré 0. Et donc, en fait, le fait d'avoir pris la classe qui était donnée par ce que j'avais noté formellement E-1,5, ça va vous dire qu'en fait, toutes les composantes du caractère de Chern, y compris celles de degré 0, vont être données par cette formule, avec E-1,5 tans E, tans E, tans E. D'accord. Voilà. Voilà, donc c'est ça qu'on a gagné pour le moment. On sait qu'on a une classe de k-théorie telle que son caractère de Chern est donné par cette formule. Alors maintenant, ce n'est pas difficile de voir que, je vous rappelle que le E que j'avais, il venait de Y. Et que E, Y, c'était 2E moins 1. Mais il y a un 1 là. Or, un 1, il n'apparaît pas dans les formules, puisque le complexe est normalisé. Donc, ce que vous voyez presque immédiatement, c'est qu'en fait, je peux remplacer cette formule par la formule où je mets partout Y. Bon, il y a une puissance de 2 qui s'introduit, mais ça, je m'en fiche. Hein.
je peux remplacer partout par y. Puisque y, c'est 2 fois e moins 1,5 si vous voulez. Okay, voilà, donc je peux remplacer partout par y. Et donc ce que je vois maintenant, c'est que les composantes du caractère de Chern, de mon élément de K-théorie, elles sont données par une formule qui est très jolie, qui est très simple, et qui consiste à faire les puissances tensorielles de y. Voilà. Alors ici, bien sûr, le nombre m est pair, et le nombre de termes y est impair, il est égal à m plus 1, puisqu'il y a un y au début. Mais c'est les composantes, par exemple CH0, il y aura un seul y, CH2, il y aura 3 y, et ainsi de suite. Voilà. Alors, comme je l'ai dit, on travaille dans le complexe réduit, c'est-à-dire modulo la somme des images des applications de réduction, et puis on a soustrait le caractère de Chern de l'élément trivial S sur 2, etc. Bon, voilà où on en est. Voilà où on en est. Alors maintenant, on a les outils qu'il faut pour démontrer que les composantes du caractère de Chern sont nulles. Comment ça se passe? Alors, donc, le théorème, c'est que si on prend cet élément-là, qui vérifie les relations qu'on avait tout à l'heure, eh bien, toutes les composantes de caractère de Chern sont nulles pour m strictement plus petit que n. Ça va jouer un rôle absolument fondamental, et ça justifie le fait qu'on travaille avec l'élément de Bott. Okay, donc, d'où ça vient, ça? Bien, on revient à cette formule. Vous voyez, ça, c'était la trace partielle de y temps y temps y temps y. Donc, dans cette trace partielle, on aura, dans la formule, on aura quelque part la trace d'un produit de matrice gamma. On aura la trace d'un produit gamma A1, gamma A2, etc. D'accord, jusqu'à gamma AM plus 1. Pardon. Gamma AM plus 1. Donc on aura une somme qui sera sur ces produits-là. Donc ce qu'il faut démontrer, c'est que la trace d'un produit impair, d'un nombre impair de matrice gamma, d'un M plus 1 matrice gamma, est nulle. Alors comment est-ce qu'on démontre ça? C'est ça qui est miraculeux. Comment est-ce qu'on démontre ça? Eh bien, si vous prenez M plus 1 et M plus 1 est plus petit que N plus 1, il vous reste une matrice gamma qui n'est pas parmi les matrices gamma A1, gamma A2, gamma AM qui sont ici, AM plus 1. Il y en a une qui n'est pas dedans. Si j'en prends une qui n'est pas dedans, et comme le nombre de termes est impair, cette matrice qui n'est pas dedans, que j'appelle gamma, elle a que son carré vaut 1. Donc je peux multiplier P par gamma 2, qui vaut 1. Si je multiplie P par gamma 2, ça ne change pas P. Mais maintenant, gamma, comme le nombre de matrices qui sont là-dedans est impair, gamma va anticommuter avec P. Donc je peux le faire passer de l'autre côté, et j'ai un signe moins. Mais la trace, elle est cyclique. Donc la trace de P, elle vaut la trace de gamma de P, c'est la même chose que la trace de ça. Et donc la trace est égale à son opposé, elle vaut 0. D'accord? Donc vous voyez que la trace d'un produit d'un nombre impair de matrice, ça ne marcherait pas pour un produit pair, hein, bien sûr, puisque le carré de matrice gamma vaut 1, donc ça ne marcherait pas. Mais la trace d'un nombre impair de produit de matrice gamma vaut 0. Et c'est comme ça qu'on démontre donc que toutes les composantes du caractère de Chern sont nulles. Sauf la dernière, bien sûr. Alors ça ne marcherait pas lorsque m vaut n, c'est-à-dire parce qu'à ce moment-là, vous avez épuisé toutes les matrices gamma et vous ne pouvez plus en trouver une qui commute pas avec, qui est pas parmi elles et qui anticommute avec toutes. D'accord? Voilà. Donc c'est comme ça que ça marche. Alors une fois qu'on a ça, maintenant on applique le théorème de l'indice local. Mais comme je l'ai dit, en fait, on va pouvoir s'en passer et on va pouvoir utiliser un résultat qui est plus ancien. Donc, mais ce qui est important dans le théorème de l'indice local que j'avais démontré avec Henri Moscovici, c'est que la composante de degré maximum de l'indice local en K-homologie, cette composante est très simple. Cette composante, elle est donnée par une formule qui est qu'on prend l'intégrale non commutative, c'est-à-dire le coefficient de la divergence logarithmique, la trace de Dixmier, du produit de gamma, gamma c'est la z sur 2 graduation, par le produit des commutateurs, A0, D commutateur à 1, D commutateur à n, et après on multiplie par D puissance moins n. Vous voyez ce qui est très important dans cette formule, elle n'aurait aucun sens cette formule si elle n'était pas homogène de degré 0 en D. Parce que si vous prenez l'élément de K-homologie, vous multipliez D par 2 ou par lambda, ça ne changera pas l'élément de K-homologie. Donc il faut évidemment que vous ayez une formule, toujours, toutes les formules, elles doivent être homogènes de degré 0 en D. Donc ici, c'est pour ça qu'il y a le D-n, mais le D-n, justement, c'est ça qui permet de prendre la trace de Dixmier parce qu'il a exactement le bon degré de sommabilité. Donc c'est ça la formule pour le n cosique de Hochschild.
Et si on applique la formule de l'indice local, normalement, dans la formule de l'indice local, il y a toutes les classes inférieures. Il n'y a pas que la classe supérieure. Mais comme les composantes du caractère de Chern sont nulles, toutes les composantes du caractère de Chern sont nulles, sauf la composante de degré plus élevé, on n'a pas besoin de connaître les classes inférieures. Dans le cas usuel, ce sont les classes inférieures qui font intervenir les classes de Pontryagin, et ce n'est pas du tout la classe supérieure. Donc ici, on a cette formule très très simple. Très très simple. Et alors maintenant, on va voir comment cette formule va impliquer l'intégralité du terme de Weil, dans la formule de Weil. Donc on applique la formule de l'indice local, et on l'applique à cet élément E-1,5, dont le caractère de Chern est nul. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que l'accouplement entre K-homologie et K-théorie, entre la classe de K-homologie de D et la classe de K-théorie de E-1,5, elle est donnée simplement en regardant la composante de degré le plus élevé, par phi n. Mais comme la classe de degré le plus élevé, elle est donnée par taux, par cette formule-là, à normalisation près, je ne me préoccupe pas d'un scalaire positif, ou peu importe. Donc, en fait, elle est donnée par cet accouplement. Elle est donnée par cet accouplement. Alors maintenant, on va calculer cet accouplement entre taux et E-1,5. Alors, ce qui se passe, donc, c'est qu'on sait que ça donne ça. Hein. On sait que c'est un entier maintenant, un entier relatif. Alors, ce qui est important, c'est que D commute avec l'algèbre des matrices. Comme D commute avec l'algèbre des matrices, si vous calculez taux, ce cocycle de Hochschild, accouplé avec la trace partielle d'un produit Y0, Y1, Yn, eh bien, ce qui va se produire, c'est que vous pouvez mettre Y0, DY1, DYN comme des opérateurs, bon, parce que MS de C commute avec D, et vous prenez simplement ici l'espérance sur le commutant des matrices. Quand vous prenez l'espérance sur le à un facteur S près, puisque quand je parlais de l'espérance sur le commutant des matrices, c'était normalisé, c'est la trace normalisée, mais à un facteur S près, c'est exactement la formule qui donnait la trace partielle, puisque si vous prenez vos éléments YJ sous la forme μJ, tans XJ, etc., vous allez avoir le produit des μJ et puis la trace du produit des μJ. Donc on a cette formule. Et alors maintenant, on va appliquer cette formule-là, à l'élément grand Y qui est 2E-1. D'accord? Vous voyez que c'est un peu cannulé. Hein? Bon. Donc on va appliquer cette formule à l'élément grand Y qui est 2E-1, qui est dans les matrices. Il n'est pas dans l'algèbre, hein, bien sûr. Alors quand on l'applique à grand Y, qu'est-ce que ça donne? Eh bien, c'est la formule avec E-1,5. Donc on voit que comme le caractère de Chern il était obtenu en appliquant la trace partielle à l'ancien caractère de Chern, ici on applique avec l'ancien caractère de Chern, c'est-à-dire avec le Y partout, et ça nous dit bien Y, des commutateurs Y à la puissance n. Bon. Or l'équation de quantification, l'équation de Heisenberg géométrique, elle dit que cette espérance appliquée à Y, dy à la puissance n, c'est simplement gamma. C'est simplement gamma. Or, gamma fois gamma, ça vaut 1, parce que gamma, c'est la z sur 2 graduation. Donc, vous voyez que maintenant, on a que le terme de Weil, qui est la trace de Dixmier de d puissance moins n, il est donné, bien sûr, comme gamma carré vaut 1, il est donné par la trace de Dixmier de gamma carré fois d puissance moins n. Mais maintenant, on remplace un des gamma par ça. Donc, il est donné, avec l'équation où il y avait une factorielle, ça donne 1 sur factoriel n fois gamma fois ça. Mais maintenant, ça, c'est un indice. Ça, c'est un indice par la formule et la formule d'annulation des composantes de Chern. Donc, en fait, ce qu'on obtient, c'est l'intégralité, bon, un facteur numérique près dont on se fiche. D'accord? On obtient que le terme de Weil est quantifié. Le terme de Weil est un entier. En plus, on sait que ce terme de Weil, il est positif. Pourquoi? Parce que, par définition, il est positif. Donc, vous voyez, on est dans la situation suivante. Alors, on a le théorème suivant, donc, qui est que l'équation de Heisenberg géométrique, elle implique abstraitement la quantification du volume à un facteur de normalisation près. Comme dans le cas du cercle, elle nous dit que le volume de la variété, que l'intégrale de d puissance moins n, qui est vraiment la notion de volume dans le cas non commutatif, est un entier. Alors, au niveau des références techniques, si vous voulez, dans mon cours, il y a très très longtemps, dans les années 90, j'avais fait la démonstration du fait que la classe de Hochschild du cocycle cyclique
qui donne le caractère de Chern en K-homologie est donné par cette formule. J'avais démontré ça, mais je n'avais pas écrit la démonstration dans un article. J'avais simplement énoncé le résultat dans mon livre de 1994, sans démonstration. Et après, Varili et Gracia-Bondia ont écrit un livre et ils m'ont demandé la démonstration. Donc je leur ai donné mon carnet et ils ont écrit une démonstration. Donc il y a la démonstration détaillée dans leur livre. Mais plus récemment, il y a un article très intéressant de plusieurs auteurs, 4 auteurs, dans lequel ils ont refait la démonstration, mais ils ont refait la démonstration en obtenant un résultat plus fort, parce que en fait, je l'avais plus ou moins énoncé d'ailleurs ce résultat, c'est-à-dire qu'on démontre que la trace de Dixmuir existe, c'est-à-dire que dans la définition de la trace de Dixmuir, il y a une limite médiale, il y a une limite si vous voulez, c'est une limite qui n'a pas d'unicité. Mais si on sait que le résultat a une définition naturelle, à ce moment-là, on sait que le résultat est unique, donc on démontre la convergence. Et donc, cette convergence, ils l'ont démontrée pour la classe de Hochschild, du caractère de Chern. Ça, c'est un article donc, qui a été publié. Et donc, en fait, on peut être même plus précis. Lorsque je disais que le terme de Weil, oui, dans le théorème, lorsque je disais que ça implique la quantification du volume, on pourrait arguer que ça, c'est une trace de Dixmuir, elle n'est pas unique. Mais grâce à ce résultat, ce type de résultat, on sait qu'il y a convergence. Donc c'est un résultat très fort, parce que ça veut dire que il y a vraiment convergence du terme de Weil, et on peut le calculer, et en plus, c'est un entier. D'accord ? Alors tout ça, on verra que dans le cas des variétés, c'est extrêmement concret, parce que dans le cas des variétés, on verra que l'entier correspondant, c'est un degré. Donc, bon, je veux dire, c'est pas surprenant que ce soit un entier. Mais ce qui est très important pour la suite, c'est qu'on ait ce théorème d'intégralité. Et c'est ça qui est derrière les quantas de géométrie. C'est vraiment ça qui est derrière. Alors, après avoir fait ça, donc, on a démontré un théorème qui, au départ, nous a démoralisé. Et l'essentiel d'aujourd'hui, c'est de montrer comment, en fait, ce résultat qui était démoralisant, si on réfléchit un peu plus, et si on réfléchit qu'on n'a pas fait ce qu'il faut parce qu'on a fait un accouplement seulement avec la K-théorie et pas la KO-théorie, eh bien, on va vraiment obtenir quelque chose qui sera vraiment très, très surprenant. C'est-à-dire qu'éventuellement, on va réobtenir l'algèbre des modèles standards purement à partir de la géométrie. C'est-à-dire que l'algèbre qu'on avait mis à la main, qui était les matrices de 2 sur les quaternions plus les matrices 4-4, elle va sortir uniquement du problème géométrique. Donc, on va commencer par un résultat qu'on a vu comme un résultat négatif avec Shamseddine et Mukhanov. Et on était embêtés quand on a démontré ce résultat. Donc, ce résultat, c'est que si on regarde une variété riemannienne compacte, spinorielle, dimension de paire, etc., et si on regarde le triplet spectral associé, eh bien, on ne peut avoir de solution de l'équation géométrique de Heisenberg que si la variété se casse en une réunion de petites sphères. D'accord ? En gros, l'image mentale qu'il faut avoir, c'est que c'est ça. Alors, on rigolait avec Shamseddine et Mukhanov à l'époque. On disait qu'on était en train de faire des petites bulles, parce que si vous voulez, en physique, la taille de ces petites bulles, c'est la taille de Planck. Alors, évidemment, ce n'est pas très rassurant. Ça voudrait dire l'espace-temps euclidien, etc., il n'a pas l'air d'être comme ça quand même. Hein. Je veux dire, même avec beaucoup d'imagination, des petites bulles de taille de Planck, ça ne colle pas. Et on verra après, justement, comment, en réfléchissant et en introduisant la chaos-théorie, là, les petites bulles vont se mettre ensemble et on va obtenir un continu et des dimensions aussi grandes qu'on veut en unité de Planck. Donc, je vais commencer donc par ce résultat négatif, mais après, ça va nous obliger à réfléchir, et ça va nous obliger à réfléchir en quel sens, justement, on avait utilisé seulement la K-théorie et pas la chaos-théorie. Alors, donc je termine la première partie sur cela. Alors, comment est-ce qu'on démontre ça, hein, ce résultat négatif donc je vous rappelle que le triplet spectral associé à une variété riemannienne, il est donné par les fonctions C infinies, l'espace de Hilbert des spineurs, l'opérateur de Dirac, etc. Bon, alors là, on a des coefficients supplémentaires parce qu'on a ces matrices gamma A, bien sûr, mais peu importe, ce qui compte, c'est que, bien sûr,
comme vous aviez des composantes YA, vous voyez, qui commutaient entre elles, je vous rappelle que les YA commutaient 2 à 2, et qu'on avait bien sûr sigma de YA au carré est égal à 1. Quand vous écrivez que Y carré, donc vous aviez que Y est égal, je vous rappelle, Y est égal à YA gamma A. Bon, on avait que Y carré vaut 1, et, bon, et donc évidemment vous avez que la somme des carrés des YA, qui sont réels, hein, vaut 1, donc vous avez la sphère, c'est la sphère Sn, c'est-à-dire qu'on avait n plus 1 matrice gamma, donc on est sur la sphère Sn. Et quand on regarde ce qui se produit lorsqu'on calcule la composante de degré le plus élevé du caractère de Chern, c'est que cette fois, on a la trace partielle, enfin là c'est la trace vraiment, de produit de toutes les matrices gamma. Alors quand vous prenez la trace du produit de toutes les matrices gamma, là vous obtenez quelque chose qui n'est pas nul, et vous obtenez le tenseur totalement antisymétrique dans les indices ABL. Hein. Je veux dire, par exemple, regardez ce qui se passe dans le cadre de la sphère. Voyons, voilà ce qui se passe dans le cadre de la sphère. Vous voyez bien que si vous prenez le produit de 3 matrices gamma, hein, comme par exemple la troisième, c'était pratiquement le produit des 2 premières au i près, ben, vous allez obtenir quelque chose qui n'est pas nul. Et comme elles anticommutent, vous obtenez le tenseur totalement antisymétrique. Donc ça, ce n'est pas surprenant. Ce n'est pas surprenant, mais ça veut dire que quand vous allez calculer cette composante de degré le plus élevé du caractère de Chern, donc vous allez avoir ce tenseur totalement antisymétrique qui va se produire. Bon. Alors, donc, si vous calculez ça, si vous calculez cette espérance, eh bien, ça va vous donner quelque chose de cette forme-là, parce que le commutateur entre l'opérateur Dirac et Y, il se calcule en regardant le gradient, mais en fait, on devrait mettre le slash, c'est la multiplication de Clifford par le gradient. Donc en fait, quand vous calculez ce qu'on doit calculer, c'est-à-dire cette espérance du produit de Y, dy à une certaine puissance, ça va vous donner ce qu'il faut, avec quelque chose de totalement antisymétrique, et ensuite YA fois le gradient de YB, etc. Et chaque fois, ce sont des opérateurs qui sont la multiplication de Clifford par le gradient. D'accord, ces opérateurs-là. Mais là, c'est la multiplication de Clifford, bien sûr, dans l'algèbre de Clifford de l'espace. Alors, donc vous regardez ça, et maintenant, il y a une notion très importante à connaître en géométrie non commutative, enfin en opérateur, c'est la notion de commutateur multiple. Vous savez que le commutateur de 2 opérateurs, c'est T1, T2 moins T2, T1. Mais en fait, ça se généralise à n opérateurs. Et pour n opérateurs, ce qu'on fait, c'est qu'on prend tous les ordres possibles et on met devant la signature de la permutation. Alors, ce commutateur multiple, il a une propriété, c'est que si je prends des opérateurs et si je les combine entre eux par des coefficients scalaires, eh bien, en fait, je multiplie par le déterminant. C'est un petit exercice à vérifier, c'est la multilinéarité qui vous donne ça. Donc, si vous appliquez ce résultat, à ce qu'on avait avant, eh bien, vous obtenez que, bien sûr, le terme qu'on a, le coefficient de YA, ça va être un commutateur multiple entre les autres avec A, on nommait l'indice A. Donc, ça va donner quelque chose comme ça va donner ce commutateur multiple. Alors maintenant, ce commutateur multiple, pour le calculer, on prend des coordonnées locales et on écrit que le gradient, il est donné par les matrices gamma fois les dérivés dans les coordonnées locales des YJ. Les gamma mu sont donnés par ce qu'on appelle le Virbein, donc je vais revenir tout de suite. Et donc, la multilinéarité, elle vous dit que ce commutateur multiple, il est donné par la matrice totalement antisymétrique, les dérivés partiels de ça, et le commutateur multiple maintenant des matrices gamma, simplement. Ça, c'est ce qui se passe en un point, si vous voulez. Alors, maintenant, on a les gamma mu avec un indice grec. Ils sont donnés par rapport aux gamma A qui sont fixes par le Virbein. Et bon, le commutateur multiple des gamma, il est donné par une factorielle, un facteur i. Et ce qu'on obtient à ce moment-là, c'est la chose suivante. On obtient que l'espérance qu'on doit calculer, elle est donnée par factorielle fois gamma, fois le déterminant du Virbein, fois la forme différentielle, enfin, je vais dire exactement ce que c'est. Ici, c'est un scalaire, c'est le jacobien en fait, qui est donné par YA fois D1 de YB, etc., jusqu'à DN de YL. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Ça veut dire très précisément que le produit de ce jacobien par dx1, etc., dxn, est égal au pullback de la forme volume invariante de la sphère. Alors, pour être plus précis, donc, si vous voulez, ce qui se passe, c'est qu'on regarde cette forme différentielle. Pourquoi est-ce que c'est une bonne forme volume sur la sphère, cette forme différentielle? Simplement parce que c'est la contraction
de la forme volume dans Rn par le gradient de la norme au carré. Vous voyez, si vous prenez le gradient de la norme au carré, et si vous faites sa dérivée, ça va vous donner la somme des coordonnées YK fois la contraction par le champ de vecteur YK. Et ça va vous donner exactement cette formule. Très simplement, dans le cas du plan, par exemple, c'est x dy moins y dx. Et ça, vous voyez bien que ça introduit la bonne forme différentielle sur le cercle. Et pareil en dimension plus grande. Donc ça vous donne la forme volume sur la sphère. Et donc, si on met les choses bout à bout, qu'est-ce qu'on va obtenir? Donc si on met tout ça bout à bout, avec ça c'est le Virbagne, il y a le Virbagne inverse qu'on peut utiliser, qu'est-ce qu'on obtient? On obtient qu'en fait, l'équation de quantification, elle équivaut à dire exactement que le produit du déterminant du Virbagne inverse par les coordonnées, la forme différentielle des coordonnées, est égal au pullback de la forme volume de la sphère. Qu'est-ce que c'est que cette forme différentielle? Elle est bien connue, c'est la forme volume de la variété riemannienne. Donc, ce que ça dit, c'est que la forme volume de la variété riemannienne, elle est orientée, la forme volume de la variété riemannienne doit être égale au pullback de la forme volume de la sphère. Donc, c'est ça l'équation de quantification. L'équation de quantification dit ça. Bon, ça, c'est une tuile. C'est une tuile si on voulait obtenir n'importe quelle variété. Parce que si le pullback de la forme volume de la sphère est une forme différentielle qui ne s'annule nulle part, ça veut dire qu'on a un revêtement. Ça veut dire que le jacobien ne s'annule nulle part. Et la sphère de dimension paire, 2, 4, etc., elle est simplement connexe. Elle n'a pas de revêtement non trivial. Donc là, on est coincé, et ça dit forcément que la variété en question, elle se casse en morceaux, et que chaque composante connexe, c'est une sphère. Donc là, on est embêté, on est très embêté. D'accord. Ce qu'on va voir dans la deuxième partie, et ça, c'est vraiment totalement inattendu, c'est comment, en raffinant l'équation et en obtenant une équation qui va faire vraiment intervenir la dimension 4, on va pouvoir obtenir n'importe quelle variété spinorielle dont le volume est quantifié. Donc ici, la situation pour le moment est la suivante. Tout ce qu'on a été capable d'obtenir par cette équation de Heisenberg de degré plus élevé, c'est une réunion disjointe de petits quanta. Alors, ce qui est important quand même de savoir, c'est que dans chacun de ces petits quanta, il peut y avoir n'importe quelle métrique de volume unité. C'est quand même sympathique. C'est-à-dire que la seule condition qu'on a sur la métrique, c'est que le déterminant, c'est que la forme volume soit égale à ça. Sinon, n'importe quelle métrique qui vérifie cette condition va vérifier l'équation de Heisenberg. C'est quand même sympathique. Ça veut dire que je peux avoir des métriques totalement différentes, qui ont des formes totalement différentes, pourvu que leur volume soit petit, pourvu que leur volume soit 1. Donc, les petites sphères que je vous ai montrées, elles pourraient avoir des formes extrêmement biscornues, du moment que leur volume serait de la taille de Planck. Mais bon, ça ne suffit pas, bien sûr. Je veux dire, ce n'est pas parce que vous avez des sphères biscornues que vous avez ce que vous voulez obtenir. C'est quand même bien que ça soit... donc, ce que je disais là, donc, voilà, donc le volume de chaque composante est quantifié. Et donc, réciproquement, ça, on l'avait montré dans les années 2000, on l'avait montré pour n égale 2 et 4, c'est que toute métrique riemannienne sur la sphère, dont le volume est celui de la sphère unité, donne une solution de l'équation. Donc cela a lieu pour tout n pair. Ça résulte de la démonstration que je vous ai faite. Parce que dans la démonstration, la seule condition qu'il y avait sur la métrique, c'était le fait que la forme volume était l'image inverse. Alors, en fait, on avait continué avec Gianni Landi et avec Michel Dubois-Violette dans cette direction-là, parce qu'on s'était aperçu qu'il y avait des déformations non commutatives. Et ça avait fait en fait au moins 2 cours au collège. Et on s'était aperçu donc qu'il y avait toute une zoologie sur les sphères non commutatives et qui faisait intervenir les fonctions elliptiques, etc. Voilà, donc ça c'est la première partie. C'est la première partie, et je vais m'arrêter là, on va faire la pause. Et donc, comme je l'ai dit, dans la deuxième partie, c'est là qu'il se produira vraiment quelque chose de tout à fait... Ça nous a sidéré avec Ali Shamseddine et Slava Mukhanov, parce qu'on cherchait donc un problème de géométrie, et on a trouvé dans ce problème de géométrie les os exacts du modèle standard, c'est-à-dire M2D quaternion et M4D qui vont apparaître comme il faut. Donc c'est ça vraiment, ce sera ça vraiment la chose importante.
OK? Donc on reprend dans 10 minutes.